a plusieurs questions qui ont été posées et je vous les pose à tous les deux. On va essayer d'être sur des réponses courtes pour éviter de pouvoir traiter tous les sujets, tout ce qui est demandé. C'est comment on arrive à répondre à un besoin à court terme de l'entreprise, alors qu'ils sont 25 en face de nous, et en même temps en respectant le référentiel, c'est-à-dire il faut quand même les amener au diplôme, éducation nationale ou titre. C'est le premier frein des formateurs en disant moi j'ai le référentiel à couvrir, je fais rien d'autre. Comment on arrive à faire les deux? Et Johanna et après Eric, je vous laisse compléter tous les deux, vous complétez sur ces deux questions. Alors, s'écarter du référentiel, pour moi, si on est formateur, si on veut être dans la transmission, il faut accepter de s'écarter d'un référentiel. Donc oui, bien sûr, c'est parfois ça peut être vécu comme une mise en danger, un investissement supplémentaire, mais il faut accepter. On n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas répondre à quelqu'un quand on est en situation de transmission, on ne peut pas répondre non, c'est pas dans le référentiel, ne réponds pas. Donc s'écarter, c'est obligatoire, et je dirais même que dans la pédagogie proactive, dès lors que ça correspond à un besoin exprimé par l'entreprise ou par le jeune, il faut qu'on s'écarte. Alors, comment est-ce que, du coup, on maintient, on recolle au référentiel à l'obtention du diplôme, etc. Mais d'abord, en s'écartant, il y a un effet de capitalisation, parce que je voudrais revenir sur la question de l'investissement. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faille se leurrer. L'investissement sur l'individualisation, la création de ressources en ligne, la granularisation des référentiels, tout ça, c'est pas gratuit. C'est simplement le problème, c'est qu'il faut se mettre en chemin parce qu'on n'a pas le choix. Ni quand on est un CFA, ni quand on est un prof, parce que c'est comme ça que les choses vont marcher à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va nous demander de part et d'autre de délivrer nos prestations. Donc oui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'investissement. Et là-dessus, je pense qu'il faut absolument pas se leurrer. C'est simplement qu'il faut se mettre en route. On ne peut pas tout faire, mais il faut commencer. Donc, qu'est-ce qu'on dit en pédagogie proactive? On dit les besoins exprimés par l'entreprise en termes de besoins économiques sont plus importants que le respect à la lettre du référentiel. En gros, et on se rend compte dans les stats que c'est pas parce qu'on s'écarte du référentiel que le taux de réussite aux examens baisse. Mais évidemment, donc il y a des mesures statistiques qui ont rassuré sur cette inquiétude qui était légitime. D'autant plus que dans la réforme, c'est à la fois le taux de rupture et le taux de réussite aux examens qui vont être utilisés comme statistiques pour juger de la performance. Donc, il faut arriver à s'écarter, répondre à la demande particulière, et petit à petit, il y a un effet de capitalisation. Pour aller dans le sens de ce que dit Johanna, en fait, l'institution a plusieurs façons de répondre à une demande. Je sais bien que les formateurs, ils ont une progression pédagogique sur plusieurs séances et l'institution va répondre différemment, peut aussi répondre différemment. Je prends l'exemple un besoin qui nous est remonté, on sait que ça va être abordé normalement 3 ou 4 mois plus tard dans le référentiel ou dans la progression pédagogique. Soit le formateur est capable, effectivement, comme le dit Johanna, de modifier sa progression et on va l'amener à le faire de plus en plus souvent. Et dans ce cas-là, tout va bien et on arrive à répondre tout de suite à la demande imminente du jeune. Si jamais c'est vraiment pas possible, on a d'autres moyens de répondre. On peut donner de l'information, transmettre de l'information en amont du présentiel. On peut aussi demander au formateur ou donner au formateur un certain nombre d'heures pendant lesquelles il va pouvoir, en dehors des cours, répondre à ses besoins imminents. Bon, là, ce sera effectivement plus générateur de coûts, mais il faut aussi que les organisations prévoient ce type de coaching et d'accompagnement des jeunes. Tout à l'heure, on parlait du taux de rupture. Alors, effectivement, même sur les niveaux les plus bas, les niveaux 4, chez nous, on a des taux de rupture qui sont en deçà de 5% aujourd'hui. Et on le sait, hein, de toute façon, les professionnels le savent, pour réduire les taux de rupture, il faut absolument multiplier les contacts entre les différents acteurs de l'apprentissage. Et cette méthode proactive,
elle amène à multiplier justement ces relations entre les trois acteurs de l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle on arrive à avoir des taux de rupture qui sont faibles. Alors, ce qu'on dépense d'un côté, on le gagne aussi avec des taux de rupture qui ont été divisés par 4 en l'espace de 10 ans, quoi. Je crois que Johanna, vous vouliez compléter, j'ai une question après. Oui, je voulais juste clarifier sur cette histoire de s'écarter des référentiels, etc., et sur comment on fait. La principale, enfin, les solutions proposées en pédagogie proactive, elles sont quand même centrées sur l'auto-formation accompagnée. C'est-à-dire que bien sûr, on ne va pas pouvoir accompagner individuellement chacun des élèves qui ont fait la demande au sein d'une classe. Et cette auto-formation accompagnée, elle repose sur des ressources numériques, granularisées, c'est-à-dire légères, qu'on va pouvoir pousser à un jeune en réponse à une demande qui s'écarte du référentiel, en lui disant « regarde cette ressource », ça peut être un tutoriel, une vidéo, un petit bout de PowerPoint que le prof aura au préalable granularisé, mais on va l'avoir dans son repository, dans sa base de données, dans sa plateforme de ressources pédagogiques, on va la lui pousser en lui disant « reviens vers moi pour valider la bonne compréhension ». Donc, il ne s'agit pas de changer les progressions pédagogiques, il s'agit de s'armer, de s'outiller avec des ressources granulaires pour pouvoir répondre à un besoin d'un jeune ou d'une entreprise qui va s'écarter du référentiel. Voilà l'idée. Et pour ça, il faut investir petit à petit, se mettre en route pour investir sur une plateforme de ressources pédagogiques, alors ça peut être de l'e-learning, ça peut être plein de choses, mais il faut que ce soit les formateurs qui acceptent petit à petit d'alimenter ça avec des ressources qui sont des ressources granulaires. Encore une fois, verser des PowerPoint de 150 pages, c'est pas l'esprit, ça peut être utile, mais c'est pas l'esprit. Verser des ressources pour pouvoir répondre à moindre frais en termes d'investissement en temps aux besoins du jeune. Alors, en CAP, etc., on entend les objections, c'est l'auto-formation, ça marche pas, mais l'auto-formation accompagnée, ça marche, notamment si on arrive à leur pousser des ressources sur leur smartphone, des tutos, des vidéos, et si on leur dit reviens vers moi quand tu as regardé ça. Mais pour compléter ça, en fait, il est quand même, on parle donc d'auto-formation accompagnée, mais aussi, et c'est ce qui est fait dans pas mal de CFA, c'est-à-dire au lieu d'avoir une seule classe entière, il y a aussi des classes qui sont découpées en modules, et il y a des jeunes qui maîtrisent des compétences et qui peuvent devenir des piliers d'apprentissage pour d'autres qui ne les maîtrisent pas. Oui, ça marche bien quand on arrive à identifier dans une classe des élèves qu'on appelle élèves ressources qui peuvent mettre en place du tutorat avec leurs camarades. Là aussi, en termes de confiance en soi, fierté, etc., ils sont souvent fiers de pouvoir. Moi, j'expérimente souvent ça. Un fort qui va dans une matière qui va prendre sous son aile un moins fort, un plus faible sur un point particulier, et ça marche souvent bien. On peut pas toujours le faire. Je crois que le gros, c'est un peu anecdotique cette histoire de tutorat en fait, pédagogiquement, pour moi, de tutorat interne. Pédagogiquement, c'est sympa, ça leur fait plaisir de se dire, moi je suis fort, je vais pouvoir aider. Je pense que le gros quand même de la réponse, c'est une plateforme de ressources pédagogiques granulaires qu'on va enrichir au fur et à mesure de la détection des besoins des entreprises. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a un effet de capitalisation des connaissances et de ces savoirs granulaires qui vont permettre au CFA petit à petit de répondre à un besoin particulier de l'entreprise ou des jeunes et finalement de développer leur expertise sur des points particuliers. Il y a cet effet de capitalisation. Si on n'accepte pas de s'écarter du référentiel, la capitalisation, elle ne viendra jamais. Ces référentiels, ils vont bouger en plus. Donc, on va être scotché sur un référentiel qui va être repris, puisque dans la réforme, ils vont devoir être retravaillés par les branches. Donc, ils vont être repris, ces référentiels. On est obligé de s'écarter des référentiels et en répondant, en constituant des ressources pédagogiques granulaires digitales, on va pouvoir petit à petit renforcer son expertise sur des points particuliers et répondre aux besoins des jeunes et des entreprises. Merci beaucoup.